Le footballeur moderne, il est en pleine mutation. C'est un peu comme s'il était pris au piège, coincé entre les demandes d'un sport qui va toujours plus vite et les limites de son propre corps. Ce qu'on va voir ensemble, c'est l'histoire de cette transformation, un vrai portrait robot du joueur de demain. Et cette phrase, elle résume tout. C'est vraiment ça, l'attention du foot d'aujourd'hui. D'un côté, on a des tactiques hyper complexes, presque des algorithmes qui dictent chaque mouvement. Et de l'autre, la simple biologie humaine. Et pile au milieu, le joueur, complètement pris en étau. Alors, par où ça commence, cette mutation? Eh bien, par la fin des spécialistes. C'est simple, les anciens profils, vous savez, le défenseur pur et dur, l'artiste numéro 10, tout ça c'est fini, ils n'ont plus vraiment leur place. Le foot moderne, il demande tout à fait autre chose. Et cette autre chose, ça porte un nom, le football sans poste ou positionless football. L'idée en gros, c'est qu'on ne cherche plus à un arrière droit, non. On cherche un joueur qui peut à la fois défendre, construire le jeu au milieu et même marquer des buts. Tout ça en changeant de rôle selon le moment du match. Les lignes entre les postes, elles ont complètement explosé. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie de tableau noir. Prenez un cas très concret, l'italien Riccardo Calafiori. Pendant un match, en à peine 10 minutes, il a été défenseur central, milieu relayeur et ailier gauche. Et ce n'était pas du hasard, c'était totalement voulu, une vraie consigne tactique. Il ne défend plus une zone précise du terrain, il est devenu une sorte de connexion dans un réseau qui change de fonction en permanence. Et ce graphique, il est parlant, parce qu'il met des chiffres sur cette révolution. On n'est pas juste dans l'idée, on est dans le physique, une vraie explosion. Regardez, les courses à haute intensité, c'est plus 30%. Et les sprints, ils ont quasiment doublé. C'est énorme. Le jeu est devenu bien plus dur. Ralf Rangnick, un coach allemand très influent, l'a résumé avec une formule assez géniale. Le pressing, c'est comme être un peu enceinte, ça n'existe pas. Soit on le fait à 100%, soit on ne le fait pas. Cette mentalité du tout ou rien, elle change tout. Elle a une conséquence très simple, chaque joueur, qu'il soit défenseur, milieu ou attaquant à la base, doit devenir ce fameux joueur hybride, capable de tout faire et de le faire à fond. Sauf que cette course folle, elle se heurte à un mur, un vrai mur biologique. Le calendrier surchargé d'un côté, la physiologie de l'autre, et c'est le crash. Le système, en fait, il demande plus que ce qu'un corps humain peut donner. Et ce chiffre, il fait froid dans le dos. 15%. C'est la part des matchs que les joueurs de haut niveau jouent en étant à moins de 40% de leur capacité nerveuse. Un chiffre qui vient d'un rapport de la FIFPro, le syndicat des joueurs. Pour le dire simplement, le corps est bien sur le terrain, oui, mais le cerveau, lui, le vrai pilote, il est en mode économie d'énergie. Du coup, on en arrive à ce qu'on appelle le football édulcoré. Et ce n'est pas juste une formule de journaliste, c'est quasiment un diagnostic médical. Le coup de gueule de Rodri, juste avant sa grosse blessure, a vraiment marqué un tournant. Il a posé la question que tout le monde se posait tout bas. À partir de combien de matchs par saison le spectacle qu'on regarde devient une sorte de mascarade? Et la réponse, elle vient des données, des datas. Grâce à des modèles très poussés, on sait maintenant qu'un pressing de haute intensité, on ne peut le tenir que 65 minutes, pas plus. Après ça, on bascule, on atteint un seuil critique. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe après ces 65 minutes. Et c'est ce que montre ce graphique. L'efficacité du pressing, elle s'effondre de 40%. 40%! Ça veut dire que les plus beaux schémas tactiques sur le papier deviennent des coquilles vides. Les joueurs courent toujours, oui, mais dans le désordre. L'intensité n'y est plus. La conséquence de tout ça, elle est radicale. C'est la physiologie qui commande la tactique. Certains clubs ont même mis en place un bioscore. Chaque matin, on mesure les joueurs. Si les données sont pas bonnes, eh bien l'entraîneur jette son plan de jeu à la poubelle. Fini le pressing haut, on passe à un bloc défensif bien bas. Et ce, peu importe l'adversaire. En clair, le rapport du médecin est devenu plus important que la vision du coach. Alors face à ce mur physique, la solution ne pouvait venir que d'ailleurs, du mental. L'idée est simple. Puisque les corps sont à la limite et que le coach ne peut plus tout télécommander depuis son banc, eh bien, il faut donner le pouvoir, l'intelligence aux joueurs, directement sur le terrain. Et là, on est au cœur d'un vrai changement de philosophie. On passe d'un extrême à l'autre. D'un côté, il y avait le positionnisme, le coach est un architecte, il dicte chaque mouvement. De l'autre, on a maintenant le relationnisme. Le coach devient une sorte de guide, un miroir, qui aide les joueurs à trouver eux-mêmes les bonnes solutions. Le pouvoir est en train de basculer. Et la clé de cette autonomie, c'est un concept qui vient du Barça, le consensus tacite. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de langage secret, sans les mots, une connexion entre les joueurs qui leur permet de s'organiser, de prendre des décisions ensemble, presque instinctivement, sans que le coach ait besoin de crier. Et voilà, on a la nouvelle définition du joueur. Ce n'est plus un simple soldat qui exécute les ordres, c'est un capteur.
un capteur intelligent, vivant, sur le terrain. Les informations qu'il renvoie, ses sensations, tout ça permet à l'équipe de s'adapter en temps réel. C'est une vraie révolution dans la façon de penser le foot. Bon, mais alors comment on le fabrique, ce joueur du futur? Forcément, toute la formation a dû être revue de A à Z. Le but, ce n'est plus de former un joueur à un poste précis, non. Le but, c'est de lui apprendre à lire le jeu, à comprendre l'espace et le temps. Et pour ça, il y a une méthode qui est devenue hyper importante, le BOTS scanning. C'est un protocole très simple de balayage visuel. Avant de recevoir la balle, le joueur doit scanner 4 choses, toujours dans le même ordre. Le ballon, les opposants, ses coéquipiers, les teammates en anglais, et enfin l'espace libre. BOTS. Et ce petit radar interne, ça fait toute la différence. On l'a même mesuré. Un joueur de génie comme Xavier, par exemple, scannait tout ce qui se passait autour de lui jusqu'à 8 fois dans les 10 secondes avant de toucher le ballon. La différence entre un bon joueur et un très grand, elle est là, dans la vitesse à laquelle le cerveau analyse l'info, bien avant le pied. Du coup, l'entraînement d'aujourd'hui, il est devenu avant tout cérébral, cognitif. On n'apprend plus seulement à tacler, on apprend à intercepter l'intention de l'adversaire. On ne juge plus seulement si le tir est cadré, on évalue si la décision de tirer était la bonne. Et on utilise même des outils un peu fous, comme des lunettes stroboscopiques qui flashent pour forcer le cerveau à traiter l'info encore plus vite. Et l'optimisation va vraiment, vraiment loin, jusqu'à des domaines qu'on n'imaginait pas. La nouvelle arme secrète, c'est le sommeil. Oui, le sommeil. Des équipes programment des cycles de sieste très précis, 90 minutes, pour maximiser la récupération. Pas seulement des muscles, non, surtout la récupération du cerveau. Au final, le joueur de 2026, c'est ce que le philosophe Edgar Morin a appelé une machine non triviale. C'est une super formule. Ça veut dire que c'est un système dont on ne peut pas prédire la réaction. On lui donne une information et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Il est capable de prendre une situation chaotique, un imprévu, et d'en faire quelque chose de génial, une occasion de but. Tout ça nous amène à une question de fond, pour finir. À une époque où le foot est obsédé par la data, par les algorithmes, est-ce que la solution, au bout du compte, ne serait pas, paradoxalement, de faire encore plus confiance à l'humain, à son intelligence, à son intuition, à sa liberté? C'est une question qui, au fond, nous interroge sur ce qui est vraiment l'essence de ce jeu.